Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ce deuxième stream Star Wars. Avec une qualité de caméra, ma foi, dégueulasse. Je m'en excuse, ça me fait des petits trous partout là sur les joues, je sais pas pourquoi. Peut-être un manque de lumière parce qu'on fait ça le soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va couper la musique, hein. Bienvenue dans cette deuxième émission Star Wars. J'ai un peu plus préparé les choses que la dernière fois. On va voir si ça marche bien. Et surtout, j'ai plein d'actu parce que vous l'avez peut-être vu passer hier. Il y a le trailer d'une nouvelle série animée Star Wars qui est sortie. J'avais dit que je regarderais pas des trailers parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas et que j'essaie d'arriver devant les séries propres. Sauf que cette série, je m'en bats les couilles. Donc on va regarder le trailer. On va faire ça dans une première partie. Du coup, on va se découper un peu en trois parties. Une première partie, on va parler un peu des actus de ce que j'ai vu sur Twitter concernant Star Wars ces derniers jours. Beaucoup de Tales of the Underworld, du coup, de la nouvelle série animée. On va regarder le trailer ensemble et on va en discuter. Et aussi quelques autres infos et quelques autres tweets que j'ai vu passer et qui me permettraient de blablater un peu sur Star Wars. Dans une deuxième partie, je vous présenterai un nouveau bouquin, qui est, vous l'avez vu dans le titre, celui-là. Non, pardon. Voilà, celui-là. Tron de Timothy Zahn, qui est cette fois un bouquin canon. Voilà, la dernière fois j'avais parlé de. Pour faire simple, la dernière fois j'avais parlé du premier livre Star Wars que j'ai lu, du Legends, de l'ancien canon, et là on va parler du coup du premier livre Star Wars que j'ai lu du nouveau canon, euh, qui concerne aussi Tron. Donc on va lire un résumé et je vous parlerai de ce que j'aime bien dans le livre et je vous comment ça s'appelle. Et je vous lirai un extrait comme la dernière fois, évidemment, un extrait que j'ai choisi. Et ensuite, on terminera un peu à la cool parce que j'ai ce bouquin qui traîne dans ma bibliothèque. 350 anecdotes sur Star Wars. Alors, j'avais commencé à le lire, j'en ai lu quelques-unes quand même, j'en ai lu peut-être 50. 50 ou 100, je sais plus. Bon, ça se lit très vite globalement, c'est des trucs qu'on peut lire au shot. Et je vous les lis, on en discute. Et surtout, on essaie de compter combien j'en connaissais déjà. Je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. Bon, celles que j'ai déjà lues et que je connaissais pas, je vais être honnête avec vous. Mais voilà, donc je sais pas, en lire 10, 15, 20, et que ça nous tienne, que ça fasse des conclusions de live un peu plus chill, un peu plus sympa. Donc voilà le programme. Et peut-être je parlerai de notre bouquin, non, je pense pas. Ouais, oui, avant de commencer, je voulais parler de ce bouquin, qui est mon dernier achat Star Wars. Vaisseaux et engins, les plans secrets. Donc voilà, que j'ai acheté d'occasion, qui est un grand livre d'illustration. Il y a pas beaucoup de texte et il est pas très épais non plus. Mais où on a des plans un peu techniques détaillés. Je vous montre par exemple le faucon. Voilà. Plan de technique un peu détaillé, très sympa. C'est des très 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 belles illustrations. Alors c'est une édition qui concerne uniquement des vaisseaux de la trilogie originale. Je sais qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie qui inclut beaucoup plus, qui inclut sur la trilogie et la prélogie, qui a aussi ces livres-là qui sont sortis pour l'épisode 7 et l'épisode 8. Peut-être un jour ils feront un intégral. Voilà, bon, malheureusement c'est un guide qui aujourd'hui n'est plus canon, je crois, évidemment. Mais voilà, c'est un guide. J'en ai pas beaucoup des guides Star Wars, mais là je l'avais trouvé pas cher, du coup je l'avais pris. Et du coup, on fera ça aussi en début de live. Je vous parlerai de mes derniers achats concernant Star Wars, s'il y en a. Là, par exemple, j'ai acheté d'autres bouquins que j'attends de recevoir. Donc, je vous en parlerai lors du prochain stream. Voilà. Donc, je rappelle le programme. Les actus. Enfin, les actus, le bouquin Tron et des anecdotes. Et ça sera déjà un bon stream. Alors les actus, ça va être le gros aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Je voulais commencer par cette news que j'ai vu passer. Je l'ai vu passer nulle part ailleurs, du coup je sais pas à quel point elle est solide. Sam Witwer a été cast en tant que le fils dans Ahsoka saison 2. Il jouera ce personnage dans des flashbacks de Mortis.
Donc cet arc de The Clone Wars où Obi-Wan, Anakin et Ahsoka exploraient les tréfonds de la Force. Euh, Bon, Sam Witwer, c'est un acteur qui a pas mal fait pour Star Wars, qui est notamment le doublage et la tête de Starkiller dans les jeux Le pouvoir de la Force, qui a aussi fait Dark Maul. Je sais pas s'il l'a fait dans The Clone Wars, mais en tout cas, il l'a fait dans Rebels, c'est sûr. Et qui avait déjà dans The Clone Wars doublé, enfin fait la voix du personnage du fils dans l'arc de Mortis. Donc, c'est un retour, ma foi, solide. En plus, c'est un fan de Star Wars et il est assez apprécié dans la communauté. C'est normal qu'il revienne. Mais voilà, c'est lui qui a aussi des cases pour le live action. On savait que la suite d'Ahsoka allait revenir sur cet arc Mortis parce que, rappel à la fin, Baylan Skoll qui est sur la statue du père de Mortis. Donc on savait que ça allait vers là. D'ailleurs, ben, Ray Stevenson avait été remplacé par l'acteur du limier de Game of Thrones. Je suis content qu'ils aient recast et qu'ils aient pas tenté un bidouillage technique ou qu'ils aient juste pas supprimé le personnage. Donc je suis content pour le recast de Baylan Skoll. Et voilà, pour Sam Witwer, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est une info. Deuxième tweet que j'avais mis de côté. Alors c'était juste pour donner un avis rapide et pour parler d'une affaire qui tourne pas mal en ce moment sur internet aussi. Euh, donc Star Wars Daily qui dit qu'est-ce que vous pensez de Captain Phasma et quelqu'un qui répond ça aurait pu être le Boba Fett de cette génération mais puisque c'est une femme les gens l'ont haï. Et je voulais mettre ça. En fait, j'ai pas assez lu, du coup, je voulais pas parler de l'autre sujet parce que je me suis pas assez renseigné là-dessus. De quelques récentes déclarations de John Boyega, notamment. Voilà, sur le racisme intrinsèque à Star Wars et le racisme qu'il a subi, lui, quand il a rejoint le cast principal. Qui était vrai, qu'il a vraiment subi d'ailleurs. Euh, et là, ce tweet essaie de dire un peu la même chose sur Captain Phasma, mais moi je pense ça n'a pas c'est pas le fait que ce soit une femme qui a fait que les gens le détestent. Enfin, il y a des gens qui le détestent pour ça évidemment, je nie pas qu'il y ait des misogynes dans la commu Star Wars, mais c'est surtout que le perso est nul. Genre et là pourquoi c'est pas devenu Boba Fett parce que Boba Fett est devenu connu un peu par accident. Alors que là ils ont voulu faire un Boba Fett en mettant un personnage masqué avec une armure stylée, mais en fait, ils ont voulu forcer le fait de faire des personnages secondaires iconiques. Mais on aurait dit qu'ils avaient déjà prévu qu'il allait bien marcher et qu'ils allaient faire des romans là-dessus et tout, alors que Boba Fett est devenu un peu connu plus avec le temps, en fait. Genre juste, il avait une armure stylée et voilà, et il a eu de plus en plus de rôles. Du coup, je trouve ce commentaire sur Captain Phasma assez limité parce que oui, il y a eu de la haine autour du cast d'une meuf, tout simplement. Bien sûr, comme à chaque fois, malheureusement. Mais le personnage n'est pas rentré dans la mémoire parce qu'il est pourri. Parce qu'il n'est pas intéressant. Et parce qu'il est trop volontaire. Enfin, il est trop volontairement fait pour être mystérieux et iconique et vendre des jouets. Bon, Star Wars a toujours vendu des jouets, après, on est d'accord. Mais moi, je pense sincèrement que il n'est pas devenu le Boba Fett de cette génération parce que tout le monde s'en fout. Et parce que le personnage n'était pas à la hauteur de la batasserie qu'il annonçait, quoi. Bon, après, Boba Fett aussi a eu une fin de merde et il est quand même resté dans les mémoires. Mais bon, je sais pas. Je trouve ça plutôt cool justement de mettre Gwendoline Christie. Même si, moi j'aime bien l'Empire misogyne. C'est quelque chose de bizarre à dire comme ça. Mais moi je préfère l'Empire à l'époque où c'était que des hommes blancs. C'est quand vous regardez chaque fois qu'on voit des impériaux, c'est toujours des hommes, c'est toujours des blancs. Et même dans l'univers étendu, Throne, dont on va reparler après, est une exception par exemple. Dans l'ancien univers étendu, ils ont caché enfin, l'empereur a beaucoup caché son accession à des hautes responsabilités. Et après, le nouveau canon, on en parlera avec Tron, je pense. Il est toujours misogyne et xénophobe, hein, l'empire du nouveau canon, mais il est quand même plus ouvert. La misogynie et xénophobie est plus en toile de fond. C'est pas une politique active. Et du coup, moi, j'aimais bien que les méchants soient des vieux blancs. Je trouve que ça avait plus d'impact et que toute la diversité soit dans l'Alliance rebelle, par contre.
dirigé par une femme, avec des personnes de couleur, des aliens, tous les âges. Bref. Je suis pas sûr que c'est le sexisme qui a fait que ce personnage a bidé et n'est pas resté dans les mémoires. Même si elle en a pris dans la gueule, Gwendoline Christie, et, franchement, c'est horrible. Et les fans de Star Wars sont casse-couilles pour ça. Je les déteste. Bref. En fait, c'est ça. Je voulais un peu évoquer les propos récents de John Boyega, mais que j'ai pas lu dans le détail. J'ai juste vu passer comme ça dans des titres d'articles. Donc, on en parlera peut-être la prochaine fois. J'essaierai de me renseigner plus si ça continue un peu à faire l'actu, ces propos-là. Mais globalement, de ce que j'ai vu, il disait des choses assez sensées et il est assez conscient de la dimension horrible et toxique enfin, misogyne et raciste d'une partie de la communauté Star Wars. Bref, voilà, c'était juste histoire de. Attendez, on va lire Clarify. Est-ce que Phasma était sous-développé aurait pu apporter beaucoup plus? Oui. Est-ce qu'elle devait être bien développée pour être appréciée des fans? Pas du tout. Oui, c'est vrai, ça arrive souvent. Beaucoup de personnages Star Wars, juste parce qu'ils étaient cool, ont plu. Mais moi, je le trouve pas si cool, ce personnage. C'est un Stormtrooper chromé. Boba Fett, genre, il me semble que quand même, il y avait un bif avec Han Solo et qu'on était au courant. Après, je sais pas, je sais plus, peut-être j'ai dit de la merde, hein, mais. Et je sais pas, Boba Fett avait plus de moments où il s'est montré badass, enfin, en tant que méchant, badass, froid et méticuleux, quoi. Alors que Phasma, juste elle engueule Finn et après elle se bat contre lui dans le 8 et elle meurt. Je sais pas. Je sais pas. Juste dans l'épisode 5, quand Vador dit à Boba Fett, pas de désintégration cette fois, tout le personnage est décrit, c'est bon. Bref. Bon, allez, on va passer au gros de l'actu, là. J'ai un quart d'heure. Une nouvelle série animée Star Wars. Tales of the Underworld, qui est du coup la troisième saison de leur série d'anthologie Tales. Qui du coup est à la fois une série d'anthologie d'épisodes et à la fois une série d'anthologie de saisons, du coup. Parce que chaque saison... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque saison prend un autre sujet. Donc, toujours dans le style d'animation de The Clone Wars, fait par Dave Filoni, qui commence ce style d'animation à me fatiguer. Je n'en peux plus de voir ça. En plus, c'est toujours centré sur les personnages de The Clone Wars, de Dave Filoni. Parce que si on retourne un peu en arrière, oui, il y a Dooku qui est pas qu'un personnage de Clone Wars, la Tales of the Jedi. Bon, non, on va en parler après. On va regarder le trailer d'abord. Voilà, donc ça sort le 4 mai. Comment vous dire que je n'ai aucun intérêt, comme quand ils avaient sorti Tales of the Empire. Tales of the Jedi, j'étais curieux. Dès que j'ai vu Tales of the Jedi, je me suis dit, s'ils font une suite à ça, ça n'aura aucun intérêt. Tales of the Empire, c'était pas intéressant, mais ça avait quand même des bonnes choses. Mais je me suis fait chier de ouf. Et je pense que Tales of the Underworld sera pareil, vu qu'apparemment on va se centrer sur Cad Bane d'un côté et Ventress de l'autre. Alors Cad Bane, c'est vrai qu'on sait pas grand chose sur lui à part qu'il est badass. Mais Ventress, déjà son retour dans The Bad Batch était anecdotique au possible. Mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant, Ventress. Hein. C'est un personnage qui a été développé et laissé de la place aux autres, merde. Ouais, je propose du coup qu'on regarde le trailer ensemble. Oui, non, pardon. On verra ça après. Là, du coup, on a eu 3 Tales, Jedi, Emperor World. Alors, si vous voulez un avis rapide sur les deux premiers, avant qu'on regarde le trailer, je trouve que Tales of the Jedi a une esthétique et une ambiance qui marchent bien. Un peu lancinante et en temps de paix, du coup, genre, ça marche quand même plutôt bien. Mais le personnage d'Ahsoka et ses origines et comment elle finit, on s'en bat les couilles. En plus, ça, je crois que ça rentre en contradiction avec un bouquin qui était sorti avant. Et la partie sur Doku est anecdotique en fait. Genre, elle est cool, mais le premier épisode est cool. Avec Qui-Gon. Les autres, je m'en fous un peu. Et puis surtout, il y avait des. Genre, ça aurait pu être encore plus court, quoi. Il y a l'épisode de Ahsoka qui s'entraîne à l'ordre 66, là, enfin, que Anakin fait s'entraîner contre des clones.
Eh, vas-y, on souffle de ouf, hein. Genre, moi, en fait, les 2 premiers épisodes m'avaient surpris. Parce que j'étais en mode, ah, c'est la naissance d'Ahsoka. Et Doku bien avant l'épisode 1. Genre, c'est cool, ça nous amène à des périodes qu'on connaît pas du tout. Même Doku épisode 2, je crois. Du développement de personnages, de trucs qu'on a entendu mais qu'on n'a pas vu. Et puis après, voilà, l'épisode où il tue Yaddle, je le trouve assez bof. Et les autres épisodes d'Ahsoka, je les trouve inutiles au possible. Notamment celui où elle s'entraîne avec les clones là. 13 minutes. Ça dure 13 minutes et t'as quand même le temps de te faire chier. C'est infernal. Tales of the Empire, je trouve, était mieux construit. Ils avaient vraiment accepté le fait de là, bah, ce sera 2 arcs. Moi, je serai en mode, faites juste 2 courts-métrages. Un sur Morgan Elsbeth, qui est un perso. Bon, au moins, on le connaissait pas trop. Et en vrai, ces passages sont plutôt cool, notamment avec Tron, même si l'épisode sur les sorcières, le début avec les sorcières est assez random. Et l'épisode sur Barry Sophé est sympa. On apprend un peu plus sur le fonctionnement des inquisiteurs, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Mais là, j'étais vraiment en mode, les gars, pourquoi les découper en épisodes? Genre, vous faites des histoires sur un personnage, faites une seule histoire sur un personnage. Et c'était sorti l'an dernier, ça en plus. J'avais trouvé ça pas très intéressant non plus. Et après, il y a un problème général sur le style de The Clone Wars qui me fatigue depuis Bad Batch notamment. Où vraiment le style d'animation, je trouve, a perdu sa patte cartoon. Certains, ils préfèrent du coup, préfèrent le côté réaliste. Mais moi, ça m'intéresse pas, fait du live action, du coup, genre... ça m'ennuie un peu le style d'animation maintenant. Oui, il est très réaliste, il y a des très belles particules et tout, mais oui, il y a plus de DA quoi. La DA se perd un peu au profit d'un pseudo-réalisme pas intéressant du tout. Mais là, je crois après, du coup, voyons Underworld, peut-être ça sera sympa, bon, j'en doute. Mais regardons le trailer. Le 4 mai, on retourne dans une galaxie hors de la loi. Ce sera encore un 6 épisodes, donc probablement encore un 3 épisodes sur Bane, 4 Bane sur 3 épisodes sur Ventress. À voir si... Bon, après, ils sortiront tous d'un coup, de toute façon. Ce sera binge watch. Qu'est-ce que vous entendez? Just do as I say. Never can be too cautious with strangers out here. Then again, you're no stranger. Ah, rappel, j'ai pas vu le trailer encore. J'ai vu des images, mais j'ai pas du tout vu le trailer. Lady Ventress. We got a problem here. Just saw him right in. What's the situation? He was your best friend. Things have changed. You took everything from me. Who are you? Ouais. I was Count Dooku's lead assassin. I don't want that life anymore. En fait, la rédemption de Ventress a déjà eu lieu. On s'en fout d'en avoir plus. Après, la question, c'est est-ce que ça va se passer avant ou après son apparition dans Bad Batch? Ils vont encore nous sortir un inquisiteur. J'en ai ras le cul des inquisiteurs, moi. J'aime bien qu'on conserve les inquisiteurs, mais j'en ai ras le cul de les voir partout. Bane? No one needs to die. Get them. You're gonna pay for what you did. Comme d'habitude, je trouve ça très tristoun au niveau des couleurs et désaturé et pas intéressant, quoi. Niveau couleur, quoi. Genre, c'est gris, c'est... genre, même là, il y a un ciel bleu, il est pas vraiment bleu et c'est poussiéreux. J'en ai ras le cul de cette DA aussi.
this revenge. I hope it was worth it. It will be. Bon, mais ça va être nul comme le reste. Regardons un peu des images. Peut-être moi, Ventress, ça va me faire chier, je pense. Mais Bane, ils ont l'air d'être partis sur un délire western, vraiment western. S'ils le poussent vraiment à fond, ça peut être cool, mais c'est pas beau, quoi. Les environnements, ils sont sableux, gris. Après, ouais, si ça part sur un vrai délire western, ça peut être un peu rigolo. Je pense Bane sera la meilleure partie de la série. Ventress, bof. Bon, regardons quelques réactions. Moi, réaction au trailer, je m'en branle. C'est d'ailleurs, oui, Bane sans les tuyaux, sans ses tuyaux autour des joues, c'est un peu bizarre. Mais je m'en fous, globalement, voilà. Voilà mon avis. Parce que sur le monde souterrain, sur le monde un peu... En fait, je vois pas pourquoi il y a Ventress dans l'Underworld. Genre, normalement, quand tu dis Underworld, tu penses à la pègre, aux mafias, aux trucs... aux contrebandiers, tout ça. Pas à Ventress, même si à la fin elle a travaillé avec des contrebandiers à la fin de The Clone Wars. Moi je trouve que c'est pas. Elle fait quand même pas partie de ce monde-là et l'histoire a pas l'air d'être sur ce monde-là parce qu'apparemment elle a un apprenti maintenant. Un jeune Jedi qu'elle va aider. Je sais pas, tu m'aurais dit Star Wars Underworld, j'aurais pensé à un truc dans les bas-fonds de Coruscant ou parmi des chasseurs de primes. Bane, Cad Bane. Mais à la limite, s'ils avaient fait l'épisode jamais sorti de The Clone Wars qu'on connaît, dont on a une scène en prévise, où il y a un duel Boba Fett-Cad Bane. Mais ça a pas l'air d'être le cas là, ça a l'air d'être vraiment sur l'origin story de Bane. Parce que cet épisode de The Clone Wars jamais fini, il avait l'air un peu cool quoi. Il y a une scène de bataille en prévisualisation qu'on a vue. Qui est notamment là où Boba Fett se fait tirer dans la tête et que ça fait la bosse dans le crâne. Par Cad Bane. Et voilà, c'est le moment où il s'embrouille avec ses amis chasseurs de primes et que chacun choisit un camp. Ça avait l'air un peu sympa ça. Mais ça a pas l'air d'être le projet. Voilà mes réactions. Vraiment, c'est... En fait, depuis Bad Batch m'a dégoûté du rythme, du style d'animation et de l'ambiance Filoni. Mais on y reviendra un jour sur Bad Batch plus en détail, mais je pense que ça va vraiment être pas si intéressant que ça, quoi. Après, c'est compliqué de rendre intéressant une série qui s'appelle Tales, où le but c'est de montrer des histoires un peu indépendantes. Mais j'en ai peut-être un peu ras le cul d'avoir des origin story en fait. Ou des que sont-ils devenus. Parce que si on regarde Ahsoka, c'était un peu des deux. C'était origin story et que sont-ils devenus. L'arc sur Dooku, c'était que de l'origin story. L'arc sur Morgan Elsbeth, c'est de l'origin story. Barry Sophie, c'est du que sont-ils devenus, du coup, parce que ça se passe après The Clone Wars. Et là, c'est encore une fois une origin story et un qu'est-il devenu. Je sais pas, proposez-moi du neuf. Proposez-moi un perso qu'on connaît pas. Proposez-moi. Je sais pas. Proposez-moi d'autres trucs, quoi, que juste des trucs centrés sur des personnages. Centrez un peu vos tales sur l'histoire, sur des histoires. Centrez vos tales sur des tales, en fait. Tales, ça veut dire conte, légende, histoire. Concentrez un peu vos trucs sur l'histoire, s'il vous plaît. Merci. Bon, voyons quelques réactions. J'en ai mis quelques-unes de côté. Alors, on a Brian Ward qui nous dit I was close. Tales of the Somehow. Apparemment, c'est quelque chose qu'il avait fait avant. Et il avait sorti Ventress. Ouais, bon, voilà, ça c'était juste un petit truc un peu drôle. Mais c'est vrai qu'ils font sur tout et n'importe quoi. Moi, je trouve ça un peu chiant. Hein. Sans blague, j'aimerais bien un 6 épisodes qui va du début de l'Empire jusqu'au rise du Premier Ordre. Mais le début de l'Empire, on le connaît par cœur. C'est pas intéressant. En montrant les moments clés et les éléments qui ont amené au projet nécromancien et Contingency, je sais pas trop ce que ça veut dire.
et au plan de Palpatine, je suppose. Bah, ça s'appelle The Bad Batch, frérot. Le projet nécromancien. Genre, les débuts de l'Empire, la montée du Premier Ordre, ça c'est intéressant. Il y a un bouquin sur le sujet et c'est à peu près tout. Les débuts de l'Empire et tout l'Empire, on s'en bat les couilles, c'est une époque qu'on connaît par cœur. Bref. Quoi d'autre comme réaction? De nouveaux survivants de l'Ordre 66, un nouvel inquisiteur, un nouvel enfant sensible à la force. C'est des choses totalement neuves. C'est un peu mon avis. Je partage ton avis, Yoshi de Bestoon. It's just utterly boring. C'est complètement ennuyeux. Exactement, vraiment, c'est mon avis. Genre, cette série ne va rien apporter d'intéressant. Au moins, cette fois, Ventress sera pas anecdotique. Parce que quand ils l'ont ramené dans la saison 3 de The Bad Batch, vraiment, elle apparaît un épisode. C'est anecdotique au possible. C'est de l'ordre du caméo. Hein. C'était pas intéressant, alors qu'ils avaient fait toute la hype dessus. Bref, Oshi de Bestoon, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réaction? Et si on avait... voilà. Donc, Tales of Show Next Year, donc l'année prochaine. C'est vrai que le Empire s'est sorti l'an dernier, aussi le 4 mai. C'est possible qu'ils nous en sortent un par an, des Tales, bon, flemme. Et si c'était Tales of the High Republic ou Tales of the Clone or something? Alors, Tales of the High Republic, je suis chaud. Tales of the Clone, ça s'appelle Bad Batch. Et The Clone Wars. Si vous voulez des histoires de clones, il y a The Clone Wars qui est entièrement dessus, il y a Bad Batch qui est entièrement dessus, il y a Rebels qui a des épisodes entièrement dessus. Laissez-nous tranquilles avec les clones. Ça, c'est quelque chose que je reproche à la commu Star Wars que je vois sur Twitter. Laissez-nous tranquilles avec les clones, je vous en supplie, on en a trop eu. C'est bon, on s'en fout. C'est comme il y en a plein qui disent « Oh, j'aimerais bien quelque chose sur la rébellion des clones. » Mais moi, à chaque fois, je demande « Mais est-ce que c'était pas le but de Bad Batch et qu'ils sont passés à côté ?» Parce qu'il me semble que c'est... Pour moi, les histoires de clones allaient être suivies dans Bad Batch. Mais finalement, non, c'est secondaire et ça finit par disparaître et par pas plus être parlé. Ça m'énerve, les clones. J'aime beaucoup les clones. The Clone Wars est une des meilleures choses qui soit arrivée à l'univers Star Wars. Et ces arcs sur les clones sont les plus intéressants. Mais faut arrêter au bout d'un moment. Faut passer à autre chose. Dave Filoni n'arrive pas à lâcher ses univers et personnages. Il est obligé de toujours y revenir, de toujours ramener des personnages, les faire revivre. Genre, Ventress, normalement, elle est dead dans un bouquin que j'ai mais que j'ai pas lu. Elle est censée être morte et pourtant elle est revenue. Mais ça, on va en parler après, je pense. Et Ahsoka, il a été, quand il a fait Rebels, il a été obligé de ramener la moitié du cast de The Clone Wars, dont Ahsoka et Rex. Pourquoi? Bon, moi j'aime bien dans Rebels, mais pourquoi? Laisse tes personnages canner et laisse tes histoires passer. Genre, il y a eu il y a eu trop de Dave Filoni ces temps-ci. Moi, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que je trouvais qu'il avait fait un super boulot parce qu'il avait showrunné Clone Wars et Rebels. Mais je n'en peux plus de ce gars. Je le vomis. Je vomis toutes ces histoires. J'en ai ras le cul. Il s'est même implanté dans The Mandalorian où il est, c'est pas le showrunner, mais bon, c'est une des têtes pensantes quoi. Et maintenant, il est directeur créatif de tout Star Wars. Bon, ça va qu'il laisse faire les équipes des séries qui sont pas à lui. Genre Andor et Acolyte et Skeleton Crew, apparemment, il a complètement laissé faire. Il est pas trop intervenu. C'est bien. C'est peut-être du coup un meilleur directeur créatif qu'un bon showrunner. Ouais, c'est ce que j'avais kiffé au début de The Mandalorian et je l'avais vu aussi dans les bonus. C'est que Filoni et Favreau, j'avais l'impression qu'ils utilisaient Star Wars comme un jouet. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit utiliser Star Wars, mais pas n'importe quel jouet, comme des Lego en fait. On en fait ce qu'on veut. Moi, c'est mon avis, moi ça m'a cassé les couilles parce que quand Disney est arrivé sur la postlogie, il y a J.J. Abrams qui est arrivé en prenant Star Wars comme la Bible, qu'il fallait du coup suivre à la lettre et être le plus fidèle possible. T'as Rian Johnson qui arrive derrière, qui l'a aussi pris comme la Bible, mais qui lui a décidé d'envoyer chier la Bible et de la prendre à revers, ce qui m'a aussi fait chier. Alors qu'en fait, Star Wars, c'est pas une Bible. Star Wars, c'est un jeu. Et voilà, il faut... et on joue avec, avec tous ces jouets. Sauf que là où mon analogie marche toujours, c'est que je trouve Filoni, c'est le gars qui va chez son pote, mais qui ramène ses propres jouets et qui ne joue qu'avec eux. Et je commence à en avoir ras le cul, en fait.
Genre, il y a tout qui tourne autour de Filoni ramène toujours la grande histoire à ses personnages. Et dans Mandalorian, j'ai mis du temps à le capter parce qu'au début, je me disais, ah, c'est cool, ils font des références à la prélogie. Mais en fait, ils font des références à la prélogie soit parce que ça vient de The Clone Wars, en fait, soit parce que c'est des références de la prélogie qui sont liées à The Clone Wars d'une façon ou d'une autre. Bref. Voilà, ça fait longtemps que je voulais cracher ma haine sur Dave Filoni. Enfin, je le déteste pas, mais il m'énerve en tant que créateur. J'ai l'impression il est auto-centré sur ses œuvres. Il n'arrive plus à amener de nouveautés dans Star Wars, je trouve. Depuis que Rebels s'est terminé, et même dans Rebels, il a été obligé de ramener des persos de The Clone Wars. Depuis que Rebels s'est terminé, Filoni, chaque projet où il a été, n'apporte pas de neuf. Genre même The Mandalorian, pourtant il y a des choses que j'aime bien dans Mando. Hein. Mais après, The Bad Batch, c'était inintéressant pendant 3 putains de saisons. Les Tales, c'est vraiment pas mieux. Et voilà, après le Mandoverse où Filoni, même si Favreau est officiellement showrunner, j'ai l'impression que Filoni a complètement pris la place. Bref. Voilà, laissez-moi tranquille avec les clones. Filoni, il faut lui retirer. C'est peut-être mieux qu'il soit devenu directeur créatif général, qu'il ait peut-être moins le temps de bosser sur certaines séries et qu'il laisse d'autres artistes faire leur taf. Bon, l'avantage c'est qu'il les laisse faire. Il a pas l'air de vouloir imposer de vision ou quoi que ce soit. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions que j'avais mis de côté? Ouais, ça, c'est aussi pour parler de Badger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le style The Clone Wars a perdu son cartoon. Voilà, c'est quelqu'un qui dit, ils sont un peu, on dirait un peu qu'ils sont déstylisés, ils font trop live action, et je suis absolument d'accord. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, l'animation comme ça. C'est, moi, mais ça, j'en parlerai un jour plus en détail, peut-être dans une vidéo que dans un stream. Mais moi, je suis triste de la déstylisation de l'animation Star Wars. Y a plus de DA en fait. Ils utilisent ça parce que c'est du live action en moins cher en gros. Ils utilisent ça parce que c'est moins cher que de faire du live action et ça m'énerve aussi. Mais ouais, là c'est Stormtrooper, on dirait des mecs en costume là, ça va pas. C'est vrai, mais il faut un peu de stylisation dans l'animation, sinon c'est pas intéressant en fait. Mais ouais, il a complètement raison, cette personne. Il ressemble au live action. Et ça, c'est une recherche du réalisme de plus en plus d'animation Star Wars qui m'ennuie au plus profond de moi-même. Parce que toutes les séries avant Disney+, Résistance, même Résistance que je trouve dégueulasse, mais il y a un vrai style d'animation marqué. Rebels aussi, un peu moins peut-être Rebels. The Clone Wars, évidemment, le style de The Clone Wars d'origine est hyper marqué. Mais ça, faudrait que je fasse une vidéo pour pouvoir vous montrer des comparaisons plus facilement en fait. Mais voilà, encore une chose que je regrette sur ces séries, et Tales of the Underworld n'échappera pas à la règle. Allez, ça, petite réaction. Si le padawan de Ventress est John Nanawood, à savoir l'acteur de Skeleton, le personnage de Skeleton Crew qui est joué par Jude Law, j'annule mon abonnement Disney+. En vrai, ouais, s'ils font ça, moi j'en ai ras le cul que tout soit connecté aussi. S'ils font ça, c'est un aveu d'échec, c'est qu'ils ne savent pas écrire d'histoire en fait. War, c'est Pietro from the Gathering Arc of the Clone Wars. Ah ouais, c'est vrai qu'il a la même tête. Mais c'est vrai on peut commencer à se poser la question, parce que dès qu'il y a un mystère dans Star Wars, il y a des connards qui sont obligés d'y donner une réponse. Laissez vivre l'univers aussi, merde. Enfin, ou obligés de le lier à la grande histoire plutôt que... On s'en fout d'avoir une réponse, mais... Alors ça, c'est quelque chose dont on va parler, mais j'ai pas les datas précises. Parce que c'est chaque fois que... La personne dit chaque fois qu'il y a un nouveau Tales of, c'est juste un rayon à bordel de canon, on va dire. Un rayon à décanonisation d'un autre roman Star Wars aimé des fans. Alors c'est vrai que les gens avaient déjà gueulé sur ça, sur Tales of the Jedi, où apparemment ça foutra en l'air le canon du livre Ahsoka, qui est sorti en 2015 par là. Qui est canon, normalement. Et du coup, ça rentrait en contradiction avec ça.
Et du coup, il y a quelqu'un, je l'avais mis à part le tweet, il y a quelqu'un qui en fait la liste. Et en fait, le problème, c'est que euh, je n'ai pas vraiment lu tout ça. Alors, Tales of the Jedi, il y a des problèmes avec le roman Ahsoka. Je les crois sur parole. Tales of the Empire, ça nique la timeline avec la trilogie Tron, dont j'ai lu que le premier livre, et avec mes souvenirs du livre, il me semblait que bien, enfin, ça m'a pas choqué après, mais je le crois. Et Tales of the Underworld, alors normalement c'est déjà foutu en l'air par Bad Batch, par la présence de Ventress, mais Ventress devrait être morte dans le roman Sombre Apprenti. Donc, les showrunners de Bad Batch ont dit qu'ils allaient respecter Sombre Disciple. Bah, apparemment non. Bon, après, il y en a qui disent que 23 c'est pareil de com, mais c'est juste. En fait, ce qui m'énerve, c'est que. Ils ont réinitialisé l'univers étendu Star Wars pour laisser la place pour les nouveaux films. Décision que je respecte. Je trouve que c'était une bonne idée et c'était la seule idée pour pouvoir faire quelque chose. Après, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Autre problème. Cependant, ils nous ont annoncé que dans cet univers, tout allait se valoir. Et tout allait être canon au même niveau, contrairement à l'ancien univers de George Lucas. Où George Lucas, globalement, il disait, vous faites ce que vous voulez, mais si un de mes films vous contredit, c'est moi qui prends l'ascendant. Sauf que là, c'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'en même pas 10 ans, mais même déjà, presque déjà dès Tron, très honnêtement, hein, dès ce bouquin, qui est pourtant un des premiers bouquins en vrai, genre de cette époque-là, du nouveau canon, ça a foutu la merde par rapport à Rebels. Sur des détails, certes, mais c'était déjà de la merde alors qu'on nous avait promis. Tout se vaut, tout est canon au même niveau, c'est un grand univers, unique, il n'y a pas de différence de canon, c'est tout se vaut. Mais en fait, tout se vaut déjà pas. Et en 10 ans, ça s'est aggravé, c'est devenu un joyeux bordel, je trouve. Et je trouve la promesse n'est pas tenue. Au moins, avec George Lucas, il était honnête, il était en mode, c'est un truc que moi, je sors de manière officielle, une série, un film ou quoi, euh, fait une contradiction avec une œuvre déjà sortie avant qui n'est pas de lui et de Lucasfilm, cette œuvre n'est plus canon. C'était, ma foi, un deal assez honnête. Mais bon. Ouais, il y a déjà beaucoup trop de problèmes en fait. Bon, après, ces problèmes-là, Ahsoka et Dark Disciple, je sais pas parce que j'ai pas lu les bouquins. J'ai Dark Disciple dans ma collection, mais je ne l'ai pas lu encore. Et lui, c'était quoi? Ah oui, celui-là, c'est un tweet qui m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé vraiment génial que Tales of the Jedi explore une ère entièrement nouvelle et présente une toute nouvelle distribution de personnages. Cela a permis d'explorer des thèmes et des idées communs à la série sous un angle totalement nouveau. C'est un ajout vraiment précieux à la saga. Deuxième tweet. Il y a aussi une série télé qui partage le même nom. Oui, parce que Tales of the Jedi, c'est à la base, je crois, une série de comics qui se déroule des mille. Attendez, j'ai Star Wars Universe ouvert là. Qui se déroule dans l'Ancienne République, mais au début de l'Ancienne République. Il me semble que c'est des comics. Je n'ai pas lu. J'ai lu la jeunesse des Jedi, mais j'ai pas lu. Alors, Legends. Je crois la légende des Jedi, c'est Tales of the Jedi. C'est la même chose. Voilà, ça se passe entre 5000 et. Entre 5000 et 4000 ans avant l'épisode 4. Et il me semble, c'est ça. Hein. Hop, hop, hop. Oui, c'est ça, Tales of the Jedi, c'est la légende des Jedi, c'est ça. Et Tsuriark, c'est bien ça? J'ai un doute. Hein, c'est des trucs. Ouais, je crois que c'est ça. Tup.
Grande Guerre des Sith, Grande Guerre de l'Hyperespace, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est aussi une série qui apparemment est super cool. Voilà, je pense que je me le lirai un jour. Et qu'il y a les Chevaliers de l'Ancien République qui est plus ou moins une suite et qui, eux, couvrent il me semble, la guerre contre les Mandaloriens plutôt. Que je n'ai pas lu. Voilà, si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur l'origine des Sith et des Jedi, Tales of the Jedi, la légende des Jedi en français, apparemment c'est pas mal. Moi par contre j'ai lu la genèse des Jedi, qui devrait être plus ou moins ce que va faire James Mangold avec son fil sur l'origine des Jedi. Et ça c'est vachement bien par contre. Dawn of the Jedi c'est super cool. J'ai le tome 1 là dans ma collecte, mais j'ai quand même lu le reste. Bon, voilà pour les actus. Bah, ça fait 3/4 d'heure. Ouais. Je pense que ces émissions dureront jamais plus de 2 heures, très honnêtement. Hein. Tac. Tac, je vais remettre l'univers officiel. Attends, je vais mettre une page pour présenter après le roman suivant. Voilà. Donc voilà pour les actus. Tales of the Underworld me chauffe pas du tout, vous l'avez compris. Mais voilà. J'ai essayé d'exprimer ce que je ressentais envers ces séries animées de Dave Filoni et du style The Clone Wars qui, je trouve, patine dans la semoule et tourne en rond. Et profite juste d'une hype parce que les gens qui ont grandi avec The Clone Wars sont des gens à peu près de mon âge, qui sont fans et qui sont prêts à tout gober de The Clone Wars. Et ça m'emmerde un peu, ça m'emmerde. Tout que moi, avec le temps, bien que je sois un très grand fan de The Clone Wars, j'apprécie aujourd'hui beaucoup plus Rebels. Notamment sa première saison, que j'avais pas du tout aimé à l'époque, et que j'ai revu récemment, et qui est vraiment, moi je trouve, très très qualitative, et de très bon niveau, et du très bon Star Wars. Pareil, ça faudrait que je fasse une vidéo plus en détail sur Rebels et cette première saison, et pourquoi en fait c'est génial. Mais ouais, moi The Clone Wars ça m'a un peu saoulé. Je l'ai vu 2 fois, je crois, en entier. Il y a des arcs super cool, il y a des arcs très moyens. Tout se vaut pas, mais je trouve on en fait un peu trop avec The Clone Wars. Et les gens sont un peu trop ouf sur cette série. Bon, ben, je vous propose une petite pause de mi-stream pour après parler de Tron. Tron, tout court. Tron. Et après, on finira sur quelques anecdotes. Donc, je vous dis à tout de suite.
Rebonjour. Bon, vous avez vu, j'ai fait un peu de régie pendant la pause. D'ailleurs que je vais ajouter là aussi. Oula, c'est un peu gros. Parce que je viens d'y penser là, mais j'avais oublié de faire la pub sur Insta en story. Je l'avais annoncé sur Twitter, mais voilà, si vous voulez me suivre, il y a ces réseaux sociaux. On va aussi le rajouter là d'ailleurs. Voilà, comme ça vous me retrouvez. Ah, ou peut-être je peux le foutre là. Non, vas-y, en haut à droite c'est bien. C'est pas mal. Faudra que je le mette un peu mieux. Mais voilà. Je vais le mettre dans le chat aussi. Il y aura un message dans le chat enfin. Alors, bienvenue donc du coup pour cette deuxième partie. On va couper la musique. Donc je rappelle ce qui était prévu. Dans la première partie on a parlé des actus un peu de Star Wars. Dans cette deuxième partie nous voilà partie... Haha. On va parler du bouquin. Donc comme à chaque stream je vais vous parler d'un bouquin en faisant une petite lecture. La dernière fois je vous avais présenté plusieurs trucs. Faudra que je tienne une liste de ce que j'ai déjà présenté pour pas que j'oublie. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et sur Twitter et sur YouTube évidemment, mais sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre les lives. Je fais la pub sur Twitter, je la fais tout le temps, la pub sur Insta, des fois j'oublie. Mais c'est là-bas que vous retrouvez mes actus. Alors je vais encore faire un petit peu de régie. Pour mettre pendant que j'en parle. Oui, sur le bureau, très bien. On va changer le JPEG. Ok. Et boum. Vous le voyez, il n'y a pas de couverture en entier. Voilà, pour que vous sachiez de quel livre nous parlâmes. On va faire en sorte qu'elle cache pas le chat non plus. Voilà, là c'est pas trop mal. Et on va un peu réduire la taille de ça. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Donc restons un peu sur le navigateur. Pour présenter Tron. Du coup, Tron est sorti en 2017, soit à peu près... Excusez-moi, je m'installe un peu plus confortablement. Soit à peu près au début du nouvel univers Star Wars, qui a été reboot en 2014. Le premier bouquin est sorti en 2014. Il s'appelle Nouvelle Aube, qui est un bouquin un peu origin story à Star Wars Rebels sur les personnages de Kanan et Hera, qui est un bouquin sympa dont je parlerai une fois que j'ai lu et que j'ai. Mais Tron, c'est un peu un des premiers, et aussi c'est dans cette vibe au début, on avait surtout droit à des romans centrés sur des personnages, des romans un peu biographie. Le premier d'ailleurs roman officiellement du nouveau canon, c'est le roman Tarkin, sur Tarkin, le Grand Moff Tarkin. Et du coup, il y a une grande série de romans au début avec des noms de personnages comme ça. Tarkin, Tron, Ahsoka, et j'ai plus le reste en tête, mais il y a eu Phasma, il y a eu un roman sur Phasma aussi qui est sorti dans cette période. Voilà, donc des romans avec comme titre des personnages qui étaient centrés du coup sur les personnages et qui étaient un peu des biographies, mais pas vraiment non plus. Par exemple, Tron, c'est une vraie biographie qui couvre plusieurs années et qui explique beaucoup de choses.
Mais les trônes suivants, par exemple, vont plus se concentrer sur certaines missions. Du coup, voilà, il se passe de -12 à -2. -2 qui est vraiment pas longtemps du tout avant son apparition dans Rebels. Dans Rebels, il apparaît le Rebels, ça se passe en... Je sais pas, -2, je pense. Ça se passe aussi en -2, je pense, ou en -1. Premier roman Legends depuis 2014. Oui, parce que ce roman était un peu aussi genre... ce fut L'auteur l'avait lui-même annoncé, le roman de Trône pourrait s'apprécier dans un univers ou dans l'autre, Legend officiel. En fait, ça, c'est un faux commentaire parce que genre, le bouquin est séparé un peu en deux parties. Il y a une partie principale sur Trône, mais il y a aussi une partie sur Arinda Price, qui deviendra le gouverneur Price, qui est un des méchants de Star Wars Rebels, et qui est un des gouverneurs impériaux de Lothal, la planète de Star Wars Rebels. Donc à la fois, il devait un peu en fait, vu qu'on connaît pas le personnage dans le Legend, ça pourrait passer, mais c'est quand même vachement lié au canon. Et là, déjà, en fait, il y a déjà des problèmes de canon entre les deux, entre Throne et Rebels, parce que Rebels était déjà réapparu dans oui, était déjà réapparu dans Rebels, Throne. Il avait déjà réintroduit par ce biais-là en 2000, je dirais 15 ou 16 peut-être. Et le roman sort en 2017. Il fait un peu office de préquel à Rebels aussi, même si... voilà. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que c'est Timothy Zahn qui revient à l'écriture. Et si vous avez suivi le live de la dernière fois, Timothy Zahn est un auteur important dans le lore Star Wars, qui est notamment le créateur du personnage de Thrawn, qui était du coup déjà présent dans l'ancien univers. Dans sa trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou, mais aussi dans La Main de Thrawn et dans d'autres romans qui parlent et nouvelles qui parlent de Thrawn. Donc c'est le papa de Thrawn qui revient pour écrire le bouquin sur Thrawn, donc ça mettait quand même assez en confiance. Et ouais, ça fait partie d'une trilogie qui sera suivie par Thrawn Alliance et Thrawn Trahison, que je n'ai pas lu. Et aussi, il y aura une trilogie d'origin story sur Thrawn avant qui rejoigne l'Empire. Bref. Du coup, je vous propose de lire le résumé déjà. Après avoir été sauvé de l'exil par des soldats impériaux, Thrawn parvient rapidement à capter l'intention de l'empereur Palpatine par son intelligence impitoyable et son génie tactique. Il ne lui faut pas plus longtemps pour se révéler aussi indispensable qu'ambitieux. Aussi dévoué à l'Empire que le plus loyal de ses serviteurs, Dark Vador, ainsi qu'un guerrier dont il ne faut pas sous-estimer le talent. Dans toutes ses missions, qu'il s'agisse d'évincer les contrebandiers, de débusquer des espions et de combattre des pirates, la victoire est à chaque fois au rendez-vous. Et quand bien même ces méthodes anticonformistes exaspèrent certains de ses supérieurs, elles suscitent toujours davantage d'admiration au sein de l'Empire. Tandis que les promotions se succèdent en parallèle de sa fulgurante ascension à l'échelle du pouvoir, il enseigne à son aide de confiance, le sous-officier Eli Vanto, l'art du combat, du leadership, ainsi que tous les secrets permettant de s'assurer la victoire. Toutefois, même si Thrawn domine le champ de bataille, il lui reste beaucoup à apprendre pour l'emporter dans l'arène politique où la redoutable administratrice Arinda Price pourrait se révéler autant une puissante alliée qu'une ennemie impitoyable. Toutes ces leçons seront mises à rude épreuve lorsque Thrawn deviendra amiral. Il devra faire appel à l'ensemble de ses connaissances, à son instinct et aux forces armées, placées sous son commandement pour mater une insurrection qui menace non seulement des vies innocentes, mais également la suprématie de l'Empire sur la galaxie. Sans oublier son plan de carrière soigneusement élaboré. Déjà, avant que je vous lise l'extrait, je vais donner mon avis. Le bouquin est exceptionnel. C'est le premier bouquin du nouvel univers étendu que j'ai lu. Et je me suis dit, si tous les bouquins sont de cette qualité-là, on est très très bien parti. C'est pas le cas. Mais je trouve le bouquin particulièrement exceptionnel, très bien écrit, et au-delà même de ce que ça apporte à l'univers Star Wars, on suit le parcours de deux ambitieux. Une sur le côté politique, Arinda Price, et Thrawn dans l'aspect militaire. Et c'est avant tout l'histoire de deux ambitieux. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le début du roman quand il fait l'académie militaire et qu'il monte les grades les uns après les autres. Et vraiment, moi, je trouve ça très, 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 très bien. Déjà, ça se lit comme du petit lait, je trouve. Vraiment, j'ai bouffé le roman. C'est super bien écrit, mais Zahn est assez fort pour faire des récits très fluides. Il y a beaucoup de sauts dans le temps, du coup, parce que souvent, un chapitre, ça va correspondre à un grade ou un truc comme ça, à peu près. Ouais, mais les moments qu'on voit sont vraiment toujours pertinents. J'aime particulièrement, moi, sa formation, en fait, quand il est à l'école d'officier au tout début du roman.
Mais tout est très bien. En vrai, c'est ce parcours de deux êtres ambitieux et qui se donnent les moyens de leur ambition est juste passionnant au-delà même de Star Wars en fait. Et c'est, je trouve, très précis sur comment fonctionne l'ambition militaire et comment on peut la mettre en pratique. De même que euh, voilà, les imbroglios politiques qu'il peut y avoir dans un empire et dans une société comme ça, comme celle de Star Wars. Donc au-delà même de, en tant que pur Star Wars, je trouve que c'est une putain d'histoire qui développe un putain de lore politique et militaire qui pourrait presque ne pas être spatial en fait. Et c'est toujours ça que je trouve bien dans les bonnes histoires Star Wars. Ça pourrait être à part quand elles concernent les personnages principaux, ça peut être ça devrait être des histoires qui, sans Star Wars, pourraient fonctionner quand même. Et c'est complètement le cas avec Tron, avec ce- ce- ces deux ambitieux militaires et politiques qui essaient de faire leur chemin, et qui vont se croiser à plusieurs reprises, jusqu'à l'événement dont parle le résumé, qui est une insurrection sur une des planètes impériales. Donc c'est plein d'enjeux, sans que ça change la face de la galaxie, très honnêtement, mais c'est quand même plein d'enjeux pour les personnages qu'on a envie de suivre. Et aussi, euh, Tron n'est... En fait, comme dans L'Héritier de l'Empire, d'ailleurs, le premier roman, et dans la trilogie de Tron Legends, euh, comme, dans, euh, comme dans ce roman, on va pas être dans l'esprit de Tron. On va être dans l'esprit de Eli Vanto, qui est le sous-officier qui l'accompagne. Et, euh, et du coup, on va beaucoup plus prendre la mesure de l'intelligence aussi du personnage, parce que Tron est un personnage super intelligent, et c'est le principe, c'est de le voir mettre à exécution des plans finement menés où tout a été réfléchi, c'est super génial. Et je trouve ça plus impressionnant encore de le voir par les yeux d'un autre, comme dans la précédente trilogie, on le voyait par les yeux de l'amiral Pelaeon, amiral, capitaine, je sais plus, de Pelaeon. On n'est pas dans la tête de Tron directement, mais on est dans la tête de son plus proche conseiller. Et je trouve que c'est assez cool qu'il soit reparti, que Timothy Zahn soit reparti sur cette façon-là d'aborder le personnage et d'être proche du personnage. Sauf que là, bah, il n'y a pas les scènes avec Luke, Yann et tout le reste, donc c'est quand même très centré sur lui. Et ce personnage d'Eli Vanto, comme Pelaeon d'ailleurs, est super attachant. Vraiment, c'est un bon gars. Et surtout, c'est pas manichéen. Genre, on aurait pu être, pour une histoire qui se déroule uniquement dans les sphères impériales, on aurait pu penser que c'est que des connards racistes, fascistes et tout ce qu'on veut. Mais ça nous rappelle que pour les gens normaux, genre Elivanto, qui viennent d'une planète éloignée d'une petite famille, bah, c'est juste la normalité. Et on se rappelle aussi que Luke, son objectif, c'était d'aller à l'académie impériale au début, avant de croiser les rebelles. Donc c'est pas manichéen, oui, ça se passe dans un régime fasciste, on va pas se mentir, mais avec des gens qui en ont plus ou moins conscience, notamment Tron, et qui en profitent. Ou de voir comment ça peut pervertir des gens, comme Price, sans vous spoil, qui a un peu, qui est une jeune politique au début et qui est un peu naïve et qui va complètement s'intégrer au système et devenir la vraie connasse que l'Empire attend d'elle pour ses postes à haute responsabilité. Et malgré le fait aussi que il y a des trucs qui me gênent et que je trouve genre... En fait, le problème c'est plus Rebels, parce que je retrouve pas le trône de Rebels dans ce bouquin, mais je retrouve le trône d'origine en fait. C'est normal, c'est son auteur, et dans Rebels c'est une série pour enfants, il a été un peu édulcoré. Mais par contre, Price, moi je trouve on retrouve vraiment Price, cette connasse insupportable et machiavélique qu'on retrouve dans Rebels. Mais après, ouais, les différences de personnalité plutôt entre Tron du livre et Tron de Rebels viennent plutôt de la faute de Rebels, moi je trouve. Mais sauf que Rebels est sorti avant, du coup, ça devrait être on devrait se servir de la base de Rebels pour faire le personnage dans la suite de l'univers, si on suit la logique du lore en fait. On dirait presque que c'est Timothy Zahn qui est revenu il voulait faire revenir Rebels et qui a dit pop pop pop, je m'en occupe, je vais écrire le bouquin et cette fois je vais le faire bien parce que c'est moi, c'est mon perso. On pourrait presque croire que c'est ça. Mais non, moi je trouve que c'est quand même très sympa.
Non, c'est quand même exceptionnel, c'est un bouquin vraiment qui se lit super bien, qui est dense, qui a beaucoup de thématiques, et cette histoire des deux ambitieux est particulièrement savoureuse. Euh, Dans la formation du bouquin, après, c'est du coup quelques étapes de sa vie au sein de l'Empire à Throne jusqu'à cet incident sur la planète d'insurrection. Euh, Chaque chapitre, c'est marrant parce qu'il commence un peu comme, je sais pas si vous avez lu Dune par exemple, parce que je l'ai lu récemment. Il commence par une petite préface qui est en fait, on devine que c'est des extraits du journal de Throne, une fois, une fois qu'il est amiral en fait. Un peu son l'art de la guerre de Throne quoi. Et du coup, c'est toujours un peu sympa. Bon, là, je vais pas vous en lire une. Enfin, je vais la sauter, mais voilà. C'est assez marrant à suivre et à comprendre. Et c'est petit. Ouais, ça fait très l'art de la guerre en vrai, sous dessous. C'est petit début, mais c'est toujours pertinent et ça va bien avec l'esprit du personnage. Et c'est un peu les seuls moments où on est vraiment dans la tête du personnage finalement du roman, parce qu'après, c'est quasiment tout le temps du point de vue d'Elivanto. Ou alors, c'est pas, ou alors si c'est pas du point de vue d'Elivanto, il y a forcément Price à la place, ou alors c'est les discussions qu'il a avec l'empereur lui-même. Bref. Et il finit sur un cliffhanger un peu sympa qui donne envie de lire les 5 autres romans, du coup. Donc l'extrait que je vais vous lire, il vient du chapitre 6. Alors, juste aussi pour la citer quand même, parce que je trouve que qu'elle est... J'ai pas lu l'original, mais qu'elle est vraiment pas mal. La traduction est de Lucille Gallio, voilà, qui a fait un bon travail, je trouve. Alors, je vais vous lire du coup le début du chapitre 6, quelques pages même. Ah, j'aimerais vous lire tout le chapitre, très honnêtement, mais... Alors, c'est une scène qui se déroule à l'Académie impériale, euh, où Tron n'est pas très bien reçu par les autres cadets, et il s'embrouille avec un groupe 2, et là, ils viennent de se taper sur la gueule, et Tron vient un peu de perdre. Enfin, il n'a pas totalement perdu, mais voilà, ils viennent de se taper sur la gueule, et Tron a décidé d'aller voir, du coup, le commandant pour parler de cette affaire. Je vois que je sature un peu. On va se mettre comme ça. Je vais me redresser pour lire, boire un petit coup, et on y va. Voilà le contexte. Tout le début du bouquin, en fait, c'est son élévation au fur et à mesure. Enfin, il y a l'académie, puis après, il est affecté sur un vaisseau, puis il finit par commander son propre vaisseau. Il y a toute l'ascension de Throne, en fait. Ils auraient pu l'appeler Throne Ascension, mais je crois que c'est un des titres de l'autre trilogie. Ah aussi d'ailleurs, je voulais voir avec vous avant. Euh, tout, tout, tout. Où s'inscrit le roman, donc la saga Throne. Voilà, il s'inscrit de moins 12 à moins 2, c'est l'Empire. Voilà. Pour comparer, là on voit Solo Star Wars Story, c'est en moins 10. Donc ça se déroule, ça commence un peu avant Solo, et ça se termine... euh, ça se termine un peu avant l'épisode 4, un peu avant Rogue One. Et c'est ça, après il y a Throne Alliance et Trahison qui se déroule en moins 2 et moins 1. Et après, il me semble que c'est avant la... Oui, Trône de l'Ascendance, justement. C'est la trilogie Les Origines sur Trône. Donc, parce que Trône est un schiste, c'est un alien, il est bleu. Et il vient d'une région de la galaxie très peu connue, que certains croient même légendaire, qui est l'Empire Schiste, qui est un big truc, une big puissance galactique qui est complètement en dehors du fait galactique. Mais faudrait que j'essaie de les lire un peu. Si Zan a gardé son talent pour écrire, faut que je le lise. Alors, on va repasser sur Vulcam du coup. Et je vais vous lire ça. D'accord. Donc vraiment là, ils sont dans le bureau du commandant et ils viennent de se taper avec les autres élèves. D'accord, dit le commandant Dean Lark en prenant une dernière note sur son datapad. La peau autour de ses yeux est gonflée.
Il vient peut-être de se réveiller. Les muscles de son cou sont contractés. Une fine couche de transpiration recouvre son visage. Il est sûrement nerveux. Les cadets Orbar et Turui ont organisé l'attaque, dites-vous. Les avez-vous entendus ou vus faire des signes aux hommes qui vous ont attaqué? Non, commandant, répondit Vento. Mais le relevé de leurs appels sur leur comlink, ou depuis le système com du labo lui-même, devrait vous fournir toutes les données nécessaires. Oui, sans doute, acquiesça Dinlark. Sa voix est plus grave. De la réticence? Au moins, continua-t-il, que les agresseurs appartiennent à un groupe complètement... Non, pardon, excusez-moi. À moins, continua-t-il, que les agresseurs appartiennent à un groupe complètement séparé. Ça n'est pas le cas, affirma Tron. Comment le savez-vous, rétorqua le commandant. Ses yeux se plissent. Ils sont arrivés depuis le coin sud-ouest de la place d'armes, expliqua Tron. À cet instant, ils se déplaçaient déjà de façon rapide et furtive. Or, il était impossible pour eux de nous avoir identifiés d'aussi loin, indépendamment d'une aide extérieure si ce n'est de l'aide d'électrojumelles. Dont aucun n'était équipé, intervint Vento. Il hocha la tête en signe de compréhension. Ce qui écarte aussi une attaque motivée par jalousie ou la xénophobie, ajouta-t-il, puisqu'il n'avait aucun moyen de savoir qu'il s'agissait du cadet Tron. Donc c'était Orbar ou Turui, ou bien l'instructeur? Sa voix grimpe légèrement dans les aigus et se fait pensive. Non, dit Dinlark, ce n'était pas lui. Ça aurait pu, nota Tron. J'ai dit que non, répéta Dinlark. Sa voix a plongé dans les graves, ses traits se crispent, et ses yeux scrutent avec une attention accrue. Peut-être qu'il n'a pas envie que ce soit possible. C'est déjà assez grave que des cadets soient mêlés à des faits de ce genre, continua le commandant. On ne va pas embarquer un instructeur dans l'histoire aussi. Donc on voit... Bon, on en reparle après. Pardon, je coupe pas. Il repose les yeux sur son datapad et y entre une note supplémentaire. Désolé. Je parle beaucoup, il faut que je prenne un peu d'eau. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'on ne devrait pas laisser la politique interférer dans cette affaire, dit Vento. Sa voix est respectueuse mais ferme. Oh, c'est ce que vous pensez, répliqua Dinlark. Son ton devient sec. Êtes-vous prêt à voir votre nom sur la liste de témoins, ajouta-t-il. Je pense pouvoir l'assumer, oui, commandant. J'en doute, cadet. La famille d'Orbar a son mot à dire dans presque tout ce qui se passe sur Coruscant. Même s'il vous laisse obtenir votre diplôme, vous vous retrouverez probablement affecté à quelconque poste d'écoute dans l'espace sauvage. Une telle manipulation du système judiciaire n'est-elle pas illégale? Voulut savoir Tron. Bien sûr qu'elle l'est, répliqua Dinlark. Ses lèvres se pressent l'une contre l'autre, tandis que son visage se descend lentement. Très bien, reprit-il. En espérant que vos agresseurs n'aient pas trouvé le moyen de court-circuiter leur liste d'appels, on devrait avoir leur nom dans la matinée. Il n'y aura pas à chercher très loin, prédit Tron. Ils ne se risqueraient pas à sortir du cercle de leurs amis les plus proches. Il y a 8 cadets qu'ils fréquentent régulièrement, 2 d'entre eux peuvent être éliminés à cause de leur aura. De leur aura? Et c'est Imba. La présence ou l'aura, traduit Vento. Alors ça, c'est quelque chose qui est cool surtout et qui évolue au fil du roman. Je fais une petite pause là-dessus. Il parle pas très bien basique. Et Vento parle sa langue. Du coup, au début, Vento, il lui a affecté parce qu'il lui sert de traducteur, en fait. Et du coup, c'est pas mal parce qu'au fur et à mesure du roman, il utilise de moins en moins sa fonction de traducteur à Vento. Mais il y a toujours quelques mots qui lui échappent et qu'il dit du coup dans sa langue natale et que Vento va traduire. Donc, la présence ou l'aura, traduit Vento. Le terme sibisti, c'est la langue, peut faire référence à la taille, au poids, à la corpulence, à la qualité vocale, au manier, à la profession, à l'expertise d'une personne ou bien à des combinaisons de tout cela. Ce sont des cadets, grommela Dinlark. Ils n'ont pas de profession. Ils suivent tous les 10 les cours d'ingénierie de l'armement, dit Tron. Oui, c'est bien possible, concéda le commandant. Ce qui nous laisse si suspects. Tous appartiennent au même milieu social, j'imagine. Si vous suggérez que je vais détourner les yeux dans cette affaire, cadet, je vous conseille fermement de revoir votre position, gronda Dinlark. Son ton est sec, soit il est en colère, soit il culpabilise. Oui, je m'inquiète des retombées politiques que ça pourrait occasionner, avoua-t-il. C'est bien pour ça que je tolère les pitreries d'Orbar depuis presque 4 ans. Plus que 2 mois et ça aurait été le problème de quelqu'un d'autre. Alors oui, j'aimerais voir tout ça disparaître. Mais je ne peux pas me permettre de laisser passer ça. Et je ne le ferai pas. Je suis heureux de vous l'entendre dire, commandant, dit Tron.
Laissez-moi dès lors vous suggérer une procédure alternative. Vous allez remonter la piste de nos agresseurs et vous ne porterez pas plainte contre eux. Les yeux de Gillark s'étrécissent. Sa bouche s'ouvre légèrement sous le coup de la surprise. Vous ne voulez pas qu'ils soient inculpés? Mais alors qu'est-ce qu'on fait là, bon sang? Comme je lui dis, je souhaite que l'on les trouve, expliqua Tron. Ensuite, je recommande qu'ils soient transférés. Dinlark renifla avec dérision. Et où ça? Sur Mustafar? Poursuivre une formation de pilote de chasseur stellaire, répondit Tron du coup. Le regard de Dinlark reste fixe. Son expression de surprise s'accentue. Ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une punition. Ça n'est pas censé l'être, dit Tron. Tous trois montrent des aptitudes et l'aura nécessaires pour piloter des vaisseaux de combat. Vraiment? Dinlark s'appuie contre le dossier de son siège et croise les bras. J'ai hâte que vous me l'expliquiez, celle-là, ajouta-t-il. C'est ce qui est clairement ressorti de leur mode d'attaque, expliqua Tron, de la façon dont ils se déplaçaient ensemble comme individuellement. Je n'ai pas les mots pour l'expliquer correctement, mais c'était la marque de pilote instinctif. Cadet Vento? Dinlark fait un geste en direction de Vento pour l'inviter à intervenir. Vous confirmez cela? Désolé, commandant, répondit Vento. Son expression est pensive. Mais je n'étais pas concentré sur la tactique, poursuivit-il. Et même dans le cas contraire, je doute que j'aurais été capable de voir ce dont le cadet Tron vient de parler. Procéder de cette façon rapporterait également un bon bonus supplémentaire, ajouta Tron. Le programme des chasseurs stellaires de la Royal Imperial est excellent, mais je crois que celui de l'Académie Skystrike est d'un niveau équivalent. Ça n'a rien de comparable. Skystrike forme de bien meilleurs pilotes que nous, reconnut Dinlark. C'est leur Top Gun un peu, peut-être. Il se redresse dans son siège. Certaines rides de son front disparaissent et il comprend. Et rien ne nous oblige de dire à Orbar et Turui où sont passés leurs complices, si? Absolument rien, commandant, accusa Tron. En fait, je suggérais que les trois individus commencent leur nouvelle formation en restant... Il marque une pause mais poursuivit. Ngikotulu. Existe-t-il un mot en basique pour ça? On pourrait le traduire par « sans contact extérieur », répondit Vento. Est-il possible de s'en assurer, commandant? Quoi? À Skystrike? Demanda Dinlark. C'est de maintenir des contacts avec l'extérieur qui est difficile là-bas. Et vous avez raison, j'imagine que même Orbar pourrait finir par améliorer son comportement. Paniquer à l'idée de disparaître à son tour sans laisser de traces comme ses complices. L'incertitude est souvent efficace pour paralyser les plans et les actions de l'adversaire, dit Tron. Pour un humain comme le cadet Orbar qui se croit capable de maîtriser tout type de situation, ce sera aussi une leçon salutaire pour son avenir. Espérons qu'il en tienne compte et améliore en tant que personne comme en tant qu'officier. Pas sûr de vous suivre jusque-là, soupira Dinlark. Pas avec Orbar, mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous êtes sûr de vouloir procéder de cette façon. Permettez-moi de le dire plus clairement, dit Tron. Si vous envoyez nos agresseurs à un cours martial, je ne témoignerai pas contre eux. Dinlark incline la tête de quelques degrés sur le côté. Est-ce ainsi que vous faites les choses dans les régions inconnues, cadet? Contourner les lois et les règles pour arriver à vos fins en recourant au chantage ou à l'extorsion? Nous nous efforçons de régler un problème. Cette solution est ce qu'il y a de mieux pour l'Empire dans son ensemble. Avez-vous quoi que ce soit à rajouter, cadet? Demanda Dinlark. Il haussa les sourcils en direction de Vento en signe d'interrogation. Non, commandant. Dinlark hausse les épaules. De la résignation, peut-être. Je vais mettre en chose les routes. Pardon, excusez-moi. Je vais mettre en route les choses. Ah putain, excusez-moi. Je vais mettre les choses en route, dit-il. Peut-être passer un appel au commandant de Skystrike. Nous aurons le nom des coupables dans la matinée et leur sale trombite loin de Coruscant avant le dîner. Il sourit, malin plaisir peut-être. Cela devrait leur laisser tout juste le temps de dire à Orbar et Turui qu'ils ignorent complètement où ils se rendent avant de disparaître, ajouta le commandant. Comme vous le disiez, cadet, des incertitudes. Exactement, dit Tron. Merci, commandant. Ne me remerciez pas. La voix de Dinlark plonge dans les graves. Sachez seulement que si ce truc finit par éclater au grand jour, votre nom sera juste au-dessous du mien sur la liste de ceux qui prendront cher. Il prend une grande inspiration. Vous pouvez disposer, conclut-il, tous les deux. Retournez à la caserne et tâchez de vous reposer. Rompez. À vos ordres, commandant, dit Vento en se levant. Merci, commandant. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc on a lu quelques pages quand même. Pourquoi j'aime bien cet extrait? Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Déjà, je trouve que c'est une assez bonne représentation de Tron et de comment fonctionne son cerveau, qui est le pragmatisme avant tout. Donc voilà, maintenant il travaille pour l'Empire, il est pour l'Empire à 100% et il veut ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qui va vraiment
montrer qu'il va pouvoir monter vite dans l'Empire, c'est parce que il fait pas... euh, son ambition, en fait, est pour le bien fondé de l'Empire. Et c'est pour ça que ça va être un bon impérial, en fait, et que c'est pas un parvenu, quoi. Il accepte totalement sa mission de travailler pour le compte de l'Empire. Voilà, ça met en avant son pragmatisme, sa vision des tactiques aussi, parce que en vrai, c'est incroyable de voir de la tactique militaire appliquée à une bagarre de rue, en fait. Et il arrive à capter ça, à le mettre en avant, à dire non, en fait, oui, ils m'ont tabassé dans la rue, mais ils ont l'étoffe de pilote, je l'ai vu à leur façon de me tabasser dans la rue. C'est un peu tiré par les cheveux, en fait, les tactiques que repère Tron des fois. Mais ça fait quand même sens, et du coup, c'est assez impressionnant. Et, euh, et voilà, et en plus, le twist est assez sympa. Parce qu'au début, il se fait un peu harceler par ses élèves, et il veut pas aller voir le commandant, et il y va Antoine, ne comprend pas pourquoi. Et là, quand il y va là, on se demande, mais ça y est, qu'est-ce qu'il a changé? En fait, non, honnêtement, il s'en fout presque de cette fête tabassée. Il a trouvé des bons éléments pour l'Empire. Et une façon de les éloigner de lui. Donc je trouve que c'est quand même un extrait qui décrit assez bien les ambitions de Throne, en fait, qui sont d'œuvrer pour le bien de l'Empire, et aussi qui marche bien sur sa façon de réfléchir. Il voit le côté pragmatique, la tactique, il est très observateur, et ça va se retrouver tout au long du bouquin. Le seul truc, et encore, on en retrouve le seul truc qui dans ce bouquin, que ça fait double tête, qui dans ce bouquin je trouve manque un peu de la personnalité de Throne, c'est son rapport à l'art, qui lui a été parfaitement repris dans Star Wars Rebels par contre, notamment avec sa fascination pour les dessins de Sabine notamment. Et voilà, il est un peu moins penché sur l'art et la culture, hein, que le Throne originel ou celui de Rebels. Mais il est quand même d'un naturel curieux. Notamment, il y a un moment où il récupère des débris de la guerre des clones pour les étudier. Et finalement, il répare un droid Buzz, un Buzz droid, et il l'utilise dans une mission au final. Mais voilà, c'est peut-être le truc qui manque dans le bouquin. C'est le côté stratège cultivé, et ses tactiques viennent de sa culture artistique notamment. Voilà, c'est juste quelque chose qui manque un peu dans le bouquin, mais vu que le bouquin est très d'un point de vue militaire quand même, et que il est en train de monter les grades, quand il sera amiral, il fera ce qu'il voudra. Qu'il est en train de monter les grades, c'est un peu normal que le côté plus culturel de chaque planète soit moins présent, et en plus, c'est beaucoup de scènes dans des vaisseaux à l'académie, soit sur Coruscant, soit dans des missions dans des vaisseaux. Il y a que la fin du coup avec cette histoire d'insurrection qui se passe sur une planète, et j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de liens avec la culture locale. Mais il doit y en avoir quand même, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'essence du personnage, et que Timothy Zahn connaît très bien le personnage vu que c'est lui qui l'a inventé. Et que c'est le 6e, je crois, bouquin qu'il écrit sur Tron, ou qui parle de Tron dans l'univers Star Wars, plus des nouvelles. Voilà, voilà. Voilà, je pense toujours aujourd'hui, c'est le meilleur. En fait, c'est le bouquin que j'ai lu le plus vite, un de ceux que j'ai lu le plus vite, et que je trouve le meilleur toujours aujourd'hui. J'en ai lu 6 ou 7 maintenant du nouveau canon. Et même de l'ancien canon, c'est une des meilleures choses, je trouve. Il fonctionne vraiment en soi. C'est vraiment très intéressant. J'enlève mon casque 2 minutes parce que ça sert à rien que je l'ai sur la tête. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Ben, ça fait 1h30 qu'on est en stream. J'ai passé à peu près 45 minutes sur chaque. Je trouve ça honnête. Donc là, c'était le premier bouquin du nouveau canon que j'ai lu. Et la dernière fois, on avait parlé du premier bouquin Star Wars que j'ai lu tout court. Je vous renvoie au replay. Faudra que j'en fasse des best-of, au moins des parties sur les bouquins. Je pense que j'en ferai des best-of sur YouTube. Mais il faut que je fasse d'abord une petite vidéo pour dire que je fais du Twitch et que des best-of vont sortir. Voilà. Je voulais finir du coup
Sur un truc un peu plus léger. Donc là, j'ai 350 anecdotes Star Wars par Chris Pavone, qui je crois est un tweetos à la base. Ah voilà, c'est ça. Animateur du fil Twitter, tu sais pas quoi. Chris Pavone vous donne l'occasion unique de venir vraiment un collab sur la saga Star Wars, secret de tournage, clin d'œil caché, anecdotes en tout genre sur vos personnages préférés, le tout illustré par une centaine de dessins. Vous allez pouvoir épater la galerie. Alors je l'ai lu un peu. J'en ai lu une centaine de pages, je crois, sur 350. Sur un peu moins de 350. Donc je vous propose de les lire. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Sinon, on passe à la suivante. Et de compter combien... J'ai mon carnet ici. Combien d'anecdotes je connaissais pas. On va partir combien d'anecdotes je connaissais pas sur les 350. Alors je pense... La prochaine fois, j'essaierai de mettre en place un petit... Boum. J'essaierai de mettre en place un petit HUD pour compter ça, en fait. Mais là, on va le faire à la main. Pour ce début, on va les compter. C'est parti. Mais j'ai déjà repéré quelques petites erreurs. On dirait qu'il y a des trucs qui ont été mal relus. C'est un peu dommage pour un bouquin. Alors, la première anecdote. En fait, c'est à la fois des anecdotes sur le lore, à la fois des anecdotes sur le tournage et sur la création de Star Wars. La bataille de Yavin, à laquelle on assiste à la fin de l'épisode 4 et qui oppose l'Empire Galactique à l'Alliance Rebelle autour de la planète Yavin, est considérée comme l'an 1 de la chronologie Star Wars. Alors déjà, problème, parce que les événements sont alors exprimés avant BY ou après BY. Grâce à ce repère chronologique, on peut ainsi placer les épisodes dans le temps. L'épisode 1 en 32 avant, 22 avant pour l'épisode 2, The Clone Wars se passe de 22 à 19 avant, le 3 à 19 avant, Solo 14 à 12 avant. Dommage, ça se passe en 10. Star Wars Rebels 5 avant. Ça, du coup, ça retcon, ça pose problème avec le bouquin qu'on vient de lire. L'épisode 4 est en l'an 1, Rogue One aussi. L'épisode 5 est en l'an 3, l'épisode 6 en l'an 4, l'épisode 7 en 34, le 8 en 34 aussi, et le 9 en 35. Alors déjà, erreur sur Solo, mais après le film se déroule sur plusieurs années, donc je comprends l'erreur. Mais erreur surtout sur le général, parce que contrairement à notre monde, où il n'y a pas d'an 0, dans Star Wars, il y a un an 0. Voilà, et la bataille de Yavin, c'est en l'an 0, donc erreur, dommage. Mais cette première anecdote, je la connaissais. Du coup, je savais que la bataille de Yavin était l'événement, était le Jésus-Christ était la naissance de Jésus-Christ de cet univers. Alors que la saga Star Wars possède un univers extrêmement riche et très détaillé, l'espèce à laquelle appartient Yoda, l'un des plus célèbres Jedi, ainsi que son monde natal n'ont jamais été déterminés. Un mystère total, cela demeure. C'est toujours le cas, et je connaissais cette anecdote. Même si un jour on finira par en apprendre plus, je pense, avec le petit gros goût. Bien que George Lucas prête ses traits à l'un des bustes de la bibliothèque du Temple Jedi de l'épisode 2, j'étais au courant, et qu'il donne sa voix pour la jouer à la canne de tout du général Grievous dans l'épisode 3. Alors ça je savais pas, mais vu que c'est pas le cœur de l'anecdote, on va pas le compter. Il n'apparaît en caméo que sous ce même épisode, sous les traits d'un notable à la peau bleue, le baron Papanoïda, à l'entrée de l'opéra au moment où Anakin y pénètre. J'étais au courant. C'est d'ailleurs un personnage qu'on retrouve dans The Clone Wars. Le Faucon Millennium de... anecdote suivante, du coup. Pour l'instant, je sais tout. Le Faucon Millennium devait initialement avoir une forme longue et cylindrique, ce qui ne plaisait pas trop au modéliste qui lui trouvait une trop grande ressemblance avec un vaisseau spatial d'une célèbre série britannique de l'époque, Cosmos 1999. Je connaissais cette anecdote. Cette anecdote est vraie. George Lucas a alors l'idée de lui donner la forme de hamburger. Il a associé une olive et un hamburger pour obtenir le look actuel du vaisseau arrondi avec des petites excroissances, le poste de pilotage, sur le côté. Les deux mandibules à l'avant est ajouté simplement pour différencier l'avant de l'arrière. Le classique du Faucon Millennium. Toutefois, le prototype originel du Faucon Millennium est bien visible dans Star Wars. Il est devenu le Blockade Runner, le vaisseau rebelle vu au début de l'épisode 4 en train de fuir l'Imperial Star Destroyer. Alors il s'appelle le Tantive 4 ce vaisseau, mais ouais. Ils ont juste changé le cockpit en fait. Le cockpit du Tantive 4, enfin sur le vaisseau d'origine, le Faucon d'origine,
C'était le Tantive 4, mais le cockpit était celui du Faucon, qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont juste remplacé ce cockpit. Durant la réalisation de l'épisode 8, Disney a utilisé des drones anti-drones afin d'empêcher les gens d'espionner le tournage. Les drones des fans étaient si présents que les acteurs portaient des peignoirs à capuche pour cacher leurs costumes quand ils allaient de leur caravane à leur plateau. On pourrait littéralement parler de guerre des drones. Le jeu de mots est valide. Mais je ne la connaissais pas, ça. Hein. En fait, c'est ça. S'il y a des anecdotes que je connais pas, globalement, elles vont être sur la postlogie, en fait. Parce que j'ai assez peu regardé et lu de trucs dessus. Sur le tournage de l'épisode 1 en Tunisie, il faisait si chaud que l'équipe a fait cuire un œuf sur la tête d'R2D2. Je la savais pas, mais elle est rigolote. J'aime bien que ça alterne des anecdotes un peu grandes sur l'univers de Star Wars ou sur des grands moments de création de Star Wars et des petites fun facts comme ça. Je trouve ça assez fun. La phrase "j'ai un mauvais pressentiment" est prononcée dans tous les films Star Wars. Bon, alors là, je vais pas la lire, j'ai un peu la flemme. Il y a la liste. Elle est même prononcée dans Rogue One. Et dans l'épisode 9, à l'heure où ce livre est écrit, l'épisode 9 n'est pas sorti au cinéma. Si tu l'as vu et tu repères la fameuse phrase, elle doit y être, je m'en souviens plus. Et juste, il y a Solo, mais ça compte pas vraiment. A l'inverse, la phrase "j'ai un bon pressentiment" est prononcée par Han Solo dans Solo, juste avant le raid de Kessel. Cette réplique prend le contre-pied de la célèbre phrase prononcée dans tous les films de la saga. J'étais au courant. Pour les pillards Tusken, guerriers nomades vivant sur la planète Tatooine, George Lucas s'est inspiré des bédouins nomades arabes qui ont habité les régions désertiques de l'Afrique du Nord. Oui, ça se voit. Moi j'aime bien les Tusken et c'est quelque chose, même si je trouvais que ça n'avait rien à foutre là, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans Book of Boba Fett, de voir toute la culture Tusken en fait, c'était plutôt cool. Les cris des Tusken ont été composés à partir des mélanges de sons de mules et de personnes imitant des mules. Ça aussi. Le fun fact est valide. En fait, je les ai déjà lus hier, ceux-là. Du coup, j'ai pas de réaction de ouf, mais ça viendra. Je propose là, j'ai 3 anecdotes que je connaissais pas. On va dire qu'on arrive à 7 anecdotes que je connais pas, on arrête là. Ou quand j'en ai marre. Les Tusken apparaissent pour la première fois dans l'épisode 4, lorsqu'ils assomment Luke, mais sais-tu qu'on les voit aussi dans l'épisode 1? Ben oui. Genre, on les voit, premier plan. On les aperçoit en train de tirer sur les pilotes de la course de module. Dans l'épisode 2, ce sont eux qui kidnappent la mère d'Anakin. Ah bon? C'est pas du tout un pivot dramatique du film. Ouais, le problème, c'est qu'il y a aussi des anecdotes, ça raconte rien. Il aurait pu en faire 300, je pense, ça aurait fait un plus beau chiffre rond. As-tu remarqué qu'à la toute fin du générique de l'épisode 2, on entendait la respiration de Dark Vador? Je l'ai remarqué très récemment, moi, donc je le savais. Mais je l'ai remarqué, moi, quand ils l'ont ressorti l'an dernier et que j'ai pu le voir en salle. D'ailleurs, bientôt, l'épisode 3 en salle, ça va être super. Réservez vos places dans tous les cinés de France. Dans l'épisode 4, pour donner un style atypique à la nourriture de la planète Tatooine, les accessoristes ont utilisé des légumes qu'ils trouvaient surprenants. On peut donc y voir un légume complètement inconnu des Américains de l'époque, le fenouil. Je ne connaissais pas cette anecdote, mais c'est vrai que ça a une gueule, le fenouil. Nous sommes à 4 anecdotes, sur une dizaine là, je pense. Dans l'épisode 4, pour donner... Non, j'ai déjà lu, excusez-moi. La perruque de Liam Neeson, qui joue Qui-Gon Jinn, a disparu lors d'un orage nocturne en Tunisie, alors que toute l'équipe du tournage était présente. Ça, l'anecdote est marrante, mais raconte-la mieux, non? Genre... vol, disparition, pourquoi pendant un orage, genre... disparition magique, vol... Tease-nous un peu, merde. Ouais, le livre est pas super, mais pour des fans live, ça peut être assez rigolo. Pour les personnages de Chewbacca, George Lucas s'est inspiré de son chien. Je le savais. Il possédait en effet un gros chien, un malamute d'Alaska nommé Indiana. Tiens, tiens. Qui avait l'habitude de monter à l'avant de sa voiture sur le siège passager, faisant croire à beaucoup de passants qu'il s'agissait d'une vraie personne. Celle-là, je la connaissais aussi, et je trouve ça extrêmement drôle. Je crois qu'elle est dans le bouquin Le Nouvel Hollywood de Biskind, de Peter Biskind. Parce qu'il parle notamment de la création de Star Wars et de George Lucas et Spielberg et tout ça. Par contre, je veux
Je veux voir à quoi ça ressemble un malamute d'Alaska. Oh oui, c'est une belle bête. Regardez-moi ça. C'est un peu typé husky, mais elle a l'air d'être plus massif. C'est une belle bête, hein. Énorme bête. Bref. Durant les scènes de combat au sabre laser, l'acteur Ewan McGregor s'est souvent emporté lui-même en faisant les sons de larmes avec la bouche. On était obligé de les couper en post-production. Hayden Christensen a parfois fait la même chose. Et le jour où George Lucas l'a entendu après avoir éclaté de rire, il a dit « Ne t'inquiète pas, on en a en studio des gens qui font de meilleurs sons de sable que toi. » On va la compter comme je la connais parce que je savais pas qu'Hayden Christensen avait eu ce problème et Ewan McGregor c'est très connu. L'actrice Laura Dern, Holdo dans l'épisode 8, a eu le même réflexe que McGregor et n'a pas pu s'empêcher de faire des bruits avec sa bouche durant les prises où elle tire avec son arme à feu. Dans une scène gardée dans le film, on voit clairement ses lèvres articulées. Piou. C'était environ 1h34. Bon, ça, je la connaissais pas. Je vous l'ai dit, je connais beaucoup moins la postlogie. Allez, on va en faire encore quelques-unes parce que là, il y en a 7 que j'ai pas vu. Je compterai après sur combien on en a lu. Attends, je vais le faire maintenant. Alors, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, 7 sur 18, c'est pas non plus, c'est moins de la moitié quand même. Après, je m'attendais à pas non plus, je connais assez bien le lore Star Wars et les anecdotes, notamment sur la trilogie originale. Je m'attendais à, voilà. Dans la trilogie initiale, les sons des blasters furent produits à partir d'un bruit de marteau frappant un gros câble métallique d'antenne radio. Je le savais. DJ Abrams a expliqué que le nom du droïde BB-8 dans la 3ème trilogie est un clin d'œil visuel au fait que les robots ressemblent à un B ou à un 8 avec ses deux parties rondes. Je ne le savais pas, mais c'est vraiment une origin story de merde. Certains fans de la saga associent le pectoral que porte Dark Vador sur son armure et le pectoral que portaient les grands prêtres d'Israël antique. Et pour cause, il y a 3 inscriptions sur l'armure qui semblent être écrites en hébreu, mais leur signification, s'il y en a une, reste encore sujet à discussion. Si vous le dites. Si vous le dites, monsieur Chris Pavone. Le design des TBTT, le AT-AT, est un clin d'œil historique aux éléphants de guerre utilisés lors du passage des Alpes par Hannibal. C'est pour ça qu'ils ressemblent un peu à des éléphants mécaniques. Je trouve qu'ils ressemblent pas vraiment à des éléphants. Hein. Le bruitage de ces quadripodes impériaux est produit grâce au son d'une presse de machiniste auquel on a ajouté le bruit de chaînes de vélo lâchées au sol. Je ne connaissais pas cette anecdote, mais on s'en fout un peu. Et ça ressemble quand même pas vraiment à des éléphants. Hein. Bref. L'acteur Peter Cushing, qui joue le rôle du grand moff Wiluf Tarkin dans les épisodes 3 et 4, a trouvé ses bottes de costume si inconfortables qu'il a porté ses pantoufles dans la plupart des scènes et a demandé que l'on coupe ses pieds dans les plans. Aujourd'hui, ces pantoufles sont exposées au musée Star Wars. Alors, je connaissais l'anecdote et je la trouve extrêmement drôle. Je savais pas qu'elles étaient exposées dans un musée Star Wars, mais on va dire que je la connaissais, ça. Le son du Faucon Millenium a été créé à partir d'un mélange de bruit de vieux chasseurs P51 Mustang ralenti et poussé dans les basses, d'un véritable coup de tonnerre et d'un moteur de voiture. Bah, je n'avais pas le détail, mais ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. C'est un bruit de moteur, en fait. C'est un bruit d'avion de chasse. C'est... oui, c'est super. Le son du moteur du TIE Fighter est en réalité le bruit d'un barrissement d'éléphant combiné au son d'une voiture roulant rapidement sur une chaussée mouillée. Voilà, là, c'est un peu plus original. On va dire que je la connaissais pas, ça. Allez, une petite dernière pour la route, elle intéresse bien. Savais-tu que le communicateur qu'utilise Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1, celui-là, est en réalité un rasoir Gillette Lady Sensor Excel. Les accessoiristes ont trouvé qu'il avait une forme parfaite et lui ont ajouté quelques vis par-ci par-là pour lui donner une allure plus futuriste. Il a été utilisé par le Jedi tout au long du film. Je le savais. Je sais plus où j'ai vu cette anecdote, mais je le savais. Mais en tout cas, le truc drôle, c'est que ce truc-là... donc c'est celui de gauche. Je l'ai vu en vrai. Voilà, il était exposé la dernière fois. On avait parlé de l'expo Star Wars Identities. Et il était exposé, le communicateur, avec le testeur d'ADN des midi-chloriens aussi. Et du coup, je l'ai vu en vrai. Voilà, anecdote plutôt cool. Un petit marque-page. Je vais prendre un petit bout de papier
Faut noter où on en est. Bon, voilà. On en a lu, je pense, une trentaine. Et il y en a 12 que je ne connaissais pas. Voilà, on en lira, je pense, oui, une trentaine par stream. Ça nous tiendra, presque 12 streams. Je le mets n'importe comment, vous inquiétez pas. Il commence à m'étouffer autour du cou. Voilà. Bon. Eh bien, 1h42. C'est dur de parler non-stop. Hein. Si j'avais des trucs à réact, des vidéos ou quoi, je pourrais parler moins, mais je n'arrive plus à faire des longs lives. Hein. Parce que les lives où je réacte à mes vidéos, ils durent facile 3 heures, 3h30. Là, je galère un peu plus sur les lives Stargate et Star Wars, mais parce que je parle non-stop. Et c'est un exercice de parler longtemps comme ça. C'est vraiment, c'est pas facile. Hein. Respect à tous les streamers. Hein. Parce qu'autant quand tu tournes une vidéo, c'est pas grave. Si t'as la voix qui déraille un peu, tu fais une pause, tu retournes. Voilà, mais là, faut tenir, faut tenir. Je pense que je vais me mettre à bouffer des quantités impressionnantes de miel. Parce que ça fait mal de parler. Peut-être après, il faudrait que je parle un peu moins fort. Parce que j'aime bien parler fort quand même. Pour être sûr qu'on entende. Mais voilà. Bon voilà, ben, le prochain stream aura lieu dans le week-end. Je ne sais pas quand encore. Là, on est quelle jour? On est jeudi soir. Peut-être demain, j'aurai la flemme. Hein. Voilà, je dirais samedi ou dimanche. Et ce sera un stream Stargate. On revient à Stargate SG1 pour faire la tier list des épisodes de la saison 8. Donc on reviendra sur Stargate. Et après, voilà, le stream Star Wars, je pense en faire un par semaine. J'aimerais bien le caler le mercredi. Comme ça, quand Andor sortira en avril, il me semble ils sortent le mardi les épisodes et on pourra en parler du coup le mercredi. Dans les streams Star Wars, ils vont garder ce format pour l'instant. On va parler des actus. Donc quand il y aura une série, on parlera des séries. Il y aura une partie actu et une partie où je vous présente une œuvre de Star Wars ou plusieurs. Et si j'ai pas la flemme, on lit des anecdotes et on compte celles que je connais pas. Mais j'essaierai de mettre en place un petit HUD pour vous afficher je connais cette anecdote, plus 1. Je connais pas cette anecdote, plus 1. Dans cette catégorie. Bref. Et voilà, je vous propose de terminer le live. Attends, si je mets Malmus d'Alaska, George Lucas, est-ce qu'il y a une photo de lui avec son... Oui, le gros chien. Le gros chien. Il est mignon, le chien. Voilà. George Lucas et son Chewbacca à lui, Indiana. Qui s'appelait Indiana. C'est très drôle que d'ailleurs dans Indiana Jones 3, ils finissent par dire mais non, mais que dans Indiana Jones aussi, Indiana ce soit le nom du chien. C'est très drôle. C'est le nom du chien du père d'Indiana Jones. Ce qui en fait quelque chose de très drôle du coup. Parce que George Lucas est le père d'Indiana Jones créatif. Bref. C'est une personnalité qui m'intrigue, moi, George Lucas, perso. J'ai lu quelques trucs sur lui, j'ai pas lu de biographie, mais notamment dans Peter Beskin, il en fait une description dans Le Nouvel Hollywood, un livre que je vous conseille si vous êtes fan de cinéma, vraiment, vraiment, vraiment. Même si les parties potins sont rigolotes, mais se lassent vite, alors que les parties où il parle de la création elle-même des films est vraiment plus intéressante. Il est trop mignon le chien. Mais George Lucas, moi, il était un personnage qui m'a toujours. Je pense pas que ce soit une très bonne personne, très honnêtement. Oui, oui, autorise les cookies. Oui. Mais voilà, c'est un personnage qui m'intrigue, perso. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit un très bon être humain non plus. Voilà, ils sont pas mignons quand même. C'est vrai qu'il est immense. Hein. Assis à la place passager, on pourrait vraiment croire que c'est un Chewbacca. Bref. Donc voilà. J'ai pas publié le dernier replay, je crois, sur YouTube. Mais comme d'habitude, mes réseaux sociaux, vous les voyez en haut à gauche. Insta arthurjulia.création. Et le mon Twitter, @Arthur_Julia1. Et pour mes chaînes YouTube, c'est Arthur Julia sur YouTube. Et Arthur Julia VOD pour si vous voulez revoir les streams et qui sont plus dispo sur Twitch. Mais je crois qu'ils le sont encore tous. Si je vais voir sur ma chaîne.
Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce qu'il y en a qui commencent à être vieux de 1 an, quoi. Pop, pop, pop. Bon, je regarderai après, mais il me semble qu'ils y sont tous. Attendez, je vais voir Arthur Julia VOD, 2 minutes. Pop, pop, pop. Est-ce que j'ai publié le dernier? Non. Ah, faudrait que je fasse le stream aussi où je continue Le Monde Perdu que j'avais commencé à regarder. Il faut que je regarde ça. Qui n'était pas un live très passionnant, peut-être j'en ferai pas de suite en vrai. Mais voilà, prochain live, je ne garantis rien, mais samedi ou dimanche, probablement dans l'après-midi. On va parler de Stargate SG1 saison 8. Et voilà, et après, en avril, là, je sais plus quand, mais Andorre va commencer. On parlera de chaque épisode une fois par semaine. Ah, ouais, mais en plus, ils en sortent 3 d'un coup à chaque fois. Bon, on verra comment on parle de ça. Et le 4 mai, je pense que le 4 mai, on fera une émission spéciale, ou le 5 mai peut-être, Tales of the Empire, Tales of the Underworld, où j'essaierai de tout me faire vite et de regarder ça, de débriefer ça avec vous. Voilà. J'ai pas beaucoup fait de live le soir parce que moi, souvent, le soir, je suis éclaté de fatigue. Je sais pas pourquoi, parce que je me lève très tard, mais le soir, je suis mort de fatigue, je n'arrive pas. Et en plus, c'est l'heure où, quand je suis pas fatigué, j'aime bien jouer avec les copains. Mais là, j'avais trop envie de stream. Ça faisait 3 jours que je le repoussais parce que cet après, je pouvais pas. Hier, je pouvais pas. Lundi, j'avais la flemme. Ça m'avait vraiment énervé. Donc voilà, je suis content d'avoir pu stream. Donc voilà. Je sais pas de quel livre je vais vous parler la prochaine fois. J'aimerais bien. Je vais peut-être parler de L'Ombre des Sith, qui est le dernier que j'ai terminé. Et que j'ai mis 2 ans, je pense, à lire parce que je suis je suis pas un très gros lecteur. Et j'ai un peu de mal à lire. Mais celui-là, elle m'a particulièrement fait chier. Je l'ai en tête. J'ai la fin, en tout cas. J'ai la fin et ce que je pense du livre assez clair dans ma tête. Par contre, il va falloir que je ne sais pas du tout quel extrait lire. Pour l'Héritier de l'Empire, je savais exactement quel extrait je voulais lire. Pour Throne, j'en avais une petite idée, je savais à peu près où chercher. Mais là, peut-être un plus petit livre. Peut-être je vous parlerai d'un... Parce que j'ai quelques livres jeunesse qui en France sont souvent édités Bibliothèque Verte. Et peut-être je vous parlerai de l'un d'eux peut-être. Et après, ouais, j'aimerais parler de BD aussi, mais c'est compliqué à parler de BD. Un livre, je peux vous en parler sans vous montrer d'image, parce qu'il n'y a pas d'image. Et voilà, je peux vous lire un extrait, c'est facilement une BD. Je peux vous montrer des images, mais j'ai peur que ce soit un peu illégal. Parce que la plupart, je les ai lus de manière illégale. Mais il faut pas le dire ça. Mais ne faites pas ça, achetez vos BD. Et du coup, en tirer les images de cette manière-là aussi, je trouve ça pas très clean. Voilà, mais peut-être la prochaine fois, je vous présenterai une série, pourquoi pas. Une petite série. Par exemple Clone Wars de 2003. Pourquoi pas. Bref, on verra. Mais j'aime bien quand même toujours présenter un livre parce que j'aime bien le passage où je lis. Ça, j'aime bien lire à voix haute. C'est quelque chose que j'apprécie, qui est vraiment pas facile, mais que j'apprécie. Voilà donc. Je vous propose sur ce de se quitter. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à ce week-end. Allez, ciao ciao.